Bien, le Premier ministre a libéré notre ami Bruno, donc on va pouvoir commencer, tout va très bien. Ils en avaient terminé, ça y est? Ah, bah très bien, donc ça veut dire qu'on va avoir un peu d'agitation probablement pendant notre session, puisque nous allons certainement être rejoints par des personnes qui vont faire le petit parcours qui sépare les deux amphis. Merci beaucoup d'être déjà présent pour finalement une session 16 qui est assez particulière parce que j'ai trouvé personnellement l'intitulé très anxiogène. Je me suis dit, est-ce que les compétences sont périssables? Donc tout ce que nous avons appris, tous les efforts que nous avons emmagasinés durant parfois toute une vie, est-ce que finalement ça ne va pas servir à grand-chose? Est-ce qu'on est en train de se transformer en pot de yaourt avec une date de péremption sur le couvercle? Et c'est un des thèmes que nous allons certainement évoquer avec notre panel. En tout cas, ce que nous allons essayer de faire avec vous, c'est tenir une double promesse. La première, c'est de vous donner quelques informations qui vont vous éclairer sur cette problématique. C'est une session assez, à mon avis, assez exceptionnelle parce que finalement, elle nous concerne tous. Vraiment, depuis Guillaume qui est en train de préparer Normal Sup et qui a été la colonne vertébrale de cette session, et jusqu'à Philippe Houzé qui lui dirige un fleuron du commerce européen, un commerce dont on dit qu'il devrait déjà être mort et qui finalement continue de se bien tenir. Et puis je vais vous en faire une seconde promesse, c'est qu'on va tenter de limiter le plus possible vos frustrations. Alors bien sûr, on n'aura pas le temps de tout aborder, de tout creuser, de tout approfondir. On n'a pas la marge de manœuvre de débordement du Premier ministre, donc on est contraint par le temps. Donc on va faire de notre mieux. Nous allons vous proposer des pistes de réflexion. Nos intervenants, le plateau va en débattre, et puis vous aurez bien évidemment la parole de manière à ce que vous puissiez vous-même exprimer, faire remonter vos réflexions sur cette thématique, sur cette session dont on espère qu'à la fin, nous aurons quelques compétences supplémentaires sur l'avenir de nos connaissances actuelles. Bienvenue à ceux qui arrivent encore. Merci de vous installer. Voilà, et on va, Guillaume, si tu le veux bien, Guillaume est tout au bout là-bas, c'est un futur enseignant peut-être, il est à Normal Sup, donc on va voir, voilà, Guillaume, fais parler ta grosse voix pour dominer le bruit des chaises et propose-nous quelques pistes de réflexion. Alors je vais essayer, exercice difficile que de parler après notre cher Premier ministre en plus ce matin. Rien n'est perdu pour toi, tu peux aussi aspirer à ça. Alors, ce sera dans quelques années, je pense que j'ai encore une petite carrière devant moi. Non, te bride pas. Nos compétences sont-elles périssables? Alors faites un exercice, pardon pour l'écho, faites un exercice auprès de vos proches, je pense que vous allez voir, j'ai essayé personnellement avant de rédiger la note de cadrage. Vous allez voir que entre des gens qui sont dans le public, typiquement, qui ont une sûreté de l'emploi par exemple, et des gens qui, à l'inverse, sont dans le privé à qui on demande de changer de poste très régulièrement, tous les 2-3 ans, vous allez déjà voir une claire différence à la réponse à cette question. En effet, nos compétences peuvent être périssables suivant les postes auxquels nous évoluons. Entre des gens qui sont soumis à une pression technologique, à qui on demande de se renouveler en permanence, ces gens-là vont devoir réapprendre tout au long de leur vie. À l'inverse, des gens qui typiquement vont travailler dans des milieux qui évoluent moins vite, des milieux de la santé par exemple, ces gens-là vont avoir une lourde formation initiale et par la suite vont peut-être se reformer, je le souhaite en tout cas, mais le socle de leurs compétences ne va pas être remis en question. Donc on voit déjà à ce moment-là émerger une hiérarchisation des compétences entre un secteur soumis à de la pression, en général du privé, en particulier orienté vers les nouvelles technologies, où là la pression va être constante, où il va falloir se reformer, et les compétences vont en effet être périssables, et à l'inverse, des secteurs où peut-être les gens vont pouvoir, à la suite d'une formation initiale, rentrer dans la vie professionnelle et
ne pas avoir forcément besoin de se former régulièrement. Je pense que ça fait des années qu'on en parle. Le thème ou plutôt la formation professionnelle est devenu vraiment un thème d'actualité. Aujourd'hui, il n'est plus question de ne pas développer ces thèmes-là dans les entreprises. Les entreprises vraiment sont au cœur de la nouvelle formation professionnelle avec les syndicats. Donc ça va être à la base de tout ce système où il va falloir justement réapprendre, se reformer. Au niveau des nouvelles technologies, clairement, plus vous allez avoir un métier de pointe, un métier tourné vers l'innovation, plus vos compétences risquent d'être en effet périssables. Il va falloir du coup prendre le taureau par les cornes et justement se reformer. Et je pense que pour le coup, nous avons un panel qui va être assez diversifié dans la session, qui va pouvoir évoquer chacun des aspects de ces métiers-là, au niveau des nouvelles formations, au niveau des nouvelles compétences, au niveau des nouvelles technologies. Et voilà, je vais laisser du coup la parole à nos intervenants. Après ces quelques pistes, je l'espère, qu'ils vont essayer d'éclairer en tout cas la conférence. Ok, merci Guillaume, c'est parfait. Voilà, Guillaume était... Voilà. Guillaume sort d'une longue session de travail, donc il était un peu cuit, plus le match hier, donc je pense que, voilà, on a bien compris que... Donc, merci Guillaume en tout cas pour tout le travail préparatoire qui a été fait. Alors, on a un plateau quand même qui va nous permettre vraiment, je le crois très sincèrement, d'aborder l'ensemble des problématiques que vient d'esquisser Guillaume. Donc, tout de suite à mes côtés, Bruno Angle, c'est le patron du Crédit Suisse. On va voir ce qu'un grand banquier, finalement, a comme analyse, même s'il a une carrière antérieure très lourde qui lui permet d'avoir un regard un peu multipolaire, analyse aujourd'hui les mutations à la fois du monde du travail et surtout de nos compétences. Nous avons ensuite Amadou Dio, qui est le président de l'Institut supérieur du management. C'est un créateur d'école où on malaxe de l'intelligence, où on réfléchit aux capacités, aux compétences qu'il va falloir impulser notamment, mais pas exclusivement, sur le continent africain. Ensuite, je ne vois... Voilà, j'ai Philippe Houzé, pardon, je ne vois pas tout le monde depuis mon emplacement. Philippe Houzé, je ne vous le présente pas, c'est le président des Galeries Lafayette, mais il fait beaucoup d'autres choses. Il participe notamment à la gestion de l'INSAD. Non, derrière, j'ai... Voilà, excusez-moi, Claudia Costin, qui nous arrive du Brésil pour la Fondation Vargas et qui travaille sur les évolutions du système éducatif notamment. Voilà, j'y suis, j'arrive, et j'ai Stefano Scarpetta qui est, oui, juste là. Alors lui, bon, il sait tout. C'est monsieur OCDE, c'est l'homme du travail, c'est l'homme de l'emploi. Et si vous avez un jour une question sur ces domaines, il a les meilleurs benchmarks de la planète. Marc Sangle-Ferrière derrière dirige Russell Reynolds. Il gère des carrières, des conceptions, de formation. Il s'intéresse à l'émergence des compétences paradoxales. On verra tout ça avec lui. Mais on va commencer tout de suite par vous faire un petit tour d'horizon avec chacun de nos intervenants. Et bien évidemment, c'est vous, Claudia, qui allez démarrer. Claudia, vous travaillez sur l'évolution de ces fameux systèmes éducatifs que vous analysez un petit peu partout. Alors, quel modèle, si tant est qu'il en existe, d'apprentissage pourraient ou peuvent d'ores et déjà nous préparer à un futur où les robots, l'intelligence artificielle, les algorithmes et les softwares font de mieux en mieux des tâches traditionnelles, celles des cols bleus, mais aussi celles des cols blancs? Bon, je vais m'excuser parce que je vais parler en anglais. C'est plus facile pour moi, mais s'il y a des difficultés, je vais essayer de vous aider. Thank you for being invited, and I will quickly jump into the issue. I'm working with ILO, OIT, l'Organisation internationale du travail, where I am the only person from education discussing the future of work.
and its impacts in education and what kind of education is needed. It's very important to know that automation and robotization and the job extensions that will come with it have a really harmful chance of destroying our future if we are not careful enough. That's why we need not only to rethink society and the inequality that might come with this, but also to change education. So what skills will be needed and what kind of education will be needed? If we talk about PISA, which is an international test that can benchmark countries among themselves and see what works in education, we can talk, for example, about the 31st places in PISA, in the PISA ranking. It's a test offered to kids that are 15 years old. And then we see that most of them, with some exception, especially Vietnam, come from the developed world. And the developed world is getting ready for this kind of future in a way or another. What is particularly worrisome is what will happen to the developing world. If you look, for example, at Latin America, that many countries in Latin America do participate in PISA, but they rank at the bottom third of the PISA ranking among the 70 countries that, or economies that have participated. We rank at the very bottom, including my own country, Brazil. We were not only losers at the World Cup, we are losers in education quality, and we will have to have a task building two kinds of school at the same time, the 19th century school and the 21st century schools. Let me talk about the 21st century schools very rapidly, what skills will have to be put in place. As our Normalia, on dit comme ça, have said, we will need to learn, teach the kids since a very young age to learn, because they will have to reinvent themselves. Not every 2 or 3 years, perhaps every 4 years, but they will have to be skilled, upskilled, reskilled constantly. So learning to learn is a very important competence. Another competence is the creative and collaborative resolution of problems, not mathematical problems necessarily, but word problems. And this is not taught in many schools, including in the developed world. Many teachers do not collaborate themselves, so it's very hard to teach a skill that you don't have, including the so-called social and emotional skills. If you don't have empathy towards your student, I'm talking about K-12, I'm not talking necessarily about university, I'll come to that. But if you are teaching K-12, in K-12, social and emotional skills, and you bully your student, how will you teach empathy? How would you teach them to be global citizens if you are a xenophobe yourself? Mm-hmm. And so I'm talking about things that pre-service education should develop in the teachers. Persistence, grit, having the commitment to what you're learning and the passion to learn. I see that there is a temps écoulé, so I'll stop there and let my colleagues comment on that further. Thank you very much. Merci Claudia, et bien évidemment vous aurez l'occasion de revenir sur ces capacités exceptionnelles que vous demandez. Peut-être est-ce que dans un monde parfait, nous aurons les enseignants que vous souhaitez. Pour l'instant, c'est parfois un peu plus compliqué que ça. L'utopie, c'est toujours bien d'avoir. Ah bon.
Très bien. Et donc, nous reviendrons bien évidemment lors des échanges que nous aurons entre intervenants. On va voir avec vous maintenant, Bruno Angle, on va changer finalement peut-être de radar, on va regarder un petit peu différemment les choses. Vous, d'un point de vue moins conceptuel et plus pratique, est-ce que vous considérez aujourd'hui, de votre position, des responsabilités qui sont les vôtres, qu'il y a des compétences académiques de base qui restent et qui resteront incontournables, ou alors il y a une nouvelle géographie des formations qui doit émerger? Bien, bonjour à tous. Nos compétences sont-elles périssables? On pourrait être tenté de répondre oui, en partant d'un constat simple, c'est qu'il y a quelques années, pour s'exprimer aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il fallait avoir une compétence consistant à être capable de parler en 8 minutes. L'an dernier, c'était devenu 7 minutes. Cette année, c'est 5 minutes. Donc oui, nos compétences sont périssables. Je dois vous dire que j'ai tenté une approche voltairienne en appelant Jean-Hervé Lorenzi pour lui dire que je n'avais pas le temps de faire court, mais je me suis confronté à un mur et donc je vais essayer de me focaliser sur quelques sujets qui du coup ne seront peut-être pas exactement les sujets sur lesquels vous m'attendiez. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais parlé à la fois en tant qu'employeur d'un certain nombre d'éléments sur l'analyse du mouvement de disruption technologique et ses conséquences. J'aurais souligné et développé 3 points. Le premier, c'est que nous sommes indubitablement uniquement aux prémices de ce mouvement. Le second, c'est que ce mouvement va affecter probablement à minima 3/4 de la population active. Et le troisième, c'est qu'on n'est évidemment pas sûr du point de savoir si l'effet net global sera expansionniste et créateur d'emplois ou s'il sera, à contrario, déflationniste et destructeur d'emplois. En tant que président des anciens de l'IX, je pourrais évoquer plus longuement la meilleure façon d'organiser nos fleurons de l'enseignement supérieur pour regarder ces défis et les relever, mais je suis prêt évidemment à répondre à toutes les questions sur les enjeux notamment du plateau de Saclay et sur la façon de faire, comment faire pour rester à la pointe des compétences et des enseignements sur les savoirs de premier plan. Mais au risque de vous surprendre, je ne vais pas me concentrer sur les savoirs, mais sur les 2 autres dimensions des compétences que sont les savoir-être et les savoir-faire. En matière de savoir-être, je voudrais partager 3 réflexions. La première, c'est qu'il y a des compétences qui sont vraiment des compétences de base, qui sont, elles, totalement non périssables. Se lever le matin, tous les jours, travailler quotidiennement, être poli, être ponctuel, avoir une tenue et une attitude adaptées aux circonstances, être curieux, être imaginatif, avoir un esprit critique et savoir structurer un propos. Au-delà de ces savoir-être de base, il y a un autre volet de compétences qui sont extraordinairement peu développées et peu enseignées. Je veux parler de tout ce qui relève de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle ne fait l'objet d'à peu près aucun effort de formation au secondaire, comme si on faisait l'hypothèse implicite qu'il s'agit de compétences purement innées. Pourtant, Léonard de Vinci disait toute connaissance commence par les sentiments. Alors de quoi parle-t-on de façon très concrète? La communication, écrite et verbale, le travail en équipe, la négociation, l'analyse des processus de décision, qu'il s'agisse de processus de décision individuels ou collectifs, et la connaissance de soi-même et la meilleure connaissance et compréhension des autres. J'ai passé 8 ans chez McKinsey. Quand j'ai quitté McKinsey, on m'a demandé ce que j'avais appris chez McKinsey. Et j'ai dit que la chose la plus importante que j'avais appris chez McKinsey, c'était un test américain de personnalité qui s'appelle le MBTI, le Myers-Briggs Typing Indicator, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et que j'invite ceux qui ne le connaissent pas à faire, parce qu'on apprend à se connaître soi-même, à accepter une idée assez saugrenue qui est qu'il peut y avoir des formes d'excellence différentes de la sienne propre, et à savoir comment travailler en équipe en réunissant des compétences différentes au sein d'une équipe. Ces compétences d'intelligence émotionnelle ne sont pas non plus périssables et elles sont sans doute moins susceptibles d'être robotisées. Ce qui m'amène à poser une question simple: pourquoi diable s'acharne-t-on à concentrer tous nos efforts de formation sur la seule moitié gauche du cerveau? Troisième élément dans ce registre, la confiance en soi. Zerbinetta, hier soir au théâtre de l'Archevêché, nous en a rappelé l'importance. Tous les savoirs, tous les savoir-faire, tous les savoir-être sont peu de choses si on n'a pas, à titre individuel et à titre collectif, une forme développée de confiance en soi. En 1961, Kennedy a dit
on marchera sur la Lune avant 10 ans. Et Neil Armstrong a marché sur la Lune 8 ans plus tard. En France, il nous a fallu, je crois, 25 ans pour fusionner les DDE et les DDA. On y est arrivé, et je crois qu'heureusement, aujourd'hui, on est dans une forme de confiance en soi collective qui est plus prometteuse pour le futur. Sur les savoir-faire, une réflexion sur la responsabilité des entreprises. Je crois que cette responsabilité est immense et parfois difficile à mettre en œuvre. L'entreprise doit être capable d'investir le temps, pas de quelques éléments, de ses meilleurs éléments, à la fois pour la formation en interne et pour la formation en externe. Pourquoi ? Parce qu'en interne, dans beaucoup de métiers, y compris dans les métiers à très forte valeur ajoutée, je crois profondément que la formation ne peut se faire efficacement que par compagnonnage. Et en externe, je crois qu'il faut être capable de sortir, on le fait déjà un peu, mais il faut le faire davantage, du seul paradigme de l'enseignant-chercheur pour inclure toujours davantage des enseignants acteurs de la vie économique qui sont plus à même d'être dans le vrai tempo sur l'évolution des savoir-faire. Pour conclure et revenir à la question initiale, oui, il y a des savoir-faire qui sont périssables et il faut effectivement, comme l'a dit l'intervenant précédent, apprendre à apprendre. Et en même temps, il y a des savoir-être qui, eux, sont non périssables, qu'il s'agisse de compétences de base ou d'intelligence émotionnelle sur lesquelles on n'investira jamais assez. J'ai travaillé toute la nuit en tant que président France et Belgique de Crédit Suisse et je me suis livré à une analyse approfondie et je peux vous en livrer le fruit. Les compétences des Bleus sont moins périssables que celles des Diables Rouges. Allez les Bleus! Bien, on verra Bruno à l'arrivée si votre analyse des compétences est aussi pointue que votre analyse, que les analyses que vous venez de nous donner sur à la fois le paysage éducatif et les attentes et les évolutions du monde du travail. Ce monde du travail chez Russell Reynolds, évidemment, Marc Sanglé-Ferrière, vous le côtoyez, c'est votre quotidien. Et on vient de parler de savoir-être, on vient aussi de parler de, comment dirais-je, de savoir-faire. Et vous analysez, vous conseillez les entreprises qui sont en recherche de compétences. Alors, est-ce qu'il y a, et vous parlez d'émergence de compétences paradoxales. Alors, ça a attiré mon attention. Qu'est-ce que vous sous-entendez par l'émergence de compétences paradoxales ? En fait, Russell Reynolds, nous avons fait une étude sur les compétences des dirigeants. Qu'est-ce qui distinguait un dirigeant d'un cadre d'une entreprise, et ce, à partir d'une analyse de base de données de plusieurs millions d'individus qui, depuis 30 ou 40 ans, avaient fait des tests psychométriques, et puis de notre propre expérience. Et on a constaté que les compétences traditionnelles que nous analysions, comme la stratégie, la capacité à obtenir des résultats, la capacité à mener des hommes, et puis la capacité d'influence, n'étaient pas des compétences statiques. C'était des compétences, entre guillemets, dynamiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous prenez l'exemple de la stratégie, ce qui est important, c'est de faire vivre un paradoxe qui est la capacité à être disruptif, mais aussi la capacité à être pragmatique. On en a eu une illustration, je crois, ce matin avec le Premier ministre. On sait que le président de la République s'est présenté comme quelqu'un de disruptif, mais sa difficulté, c'est de combiner la disruption avec la réalité de l'existant. Et c'est là où cette compétence, où il faut faire vivre un paradoxe. Et c'est de même sur la capacité à obtenir des résultats, où il faut prendre des risques, bien entendu, mais il faut prendre des risques calculés et pour que statistiquement, eh bien, on obtienne des résultats. On a la même chose sur le leadership, la façon de mener des hommes. Pour mener des hommes, il faut prendre des décisions, il faut savoir les tenir, il faut savoir les faire, il faut savoir les exécuter. Et en même temps, si vous ne montrez pas votre vulnérabilité, si vous ne captez pas les signaux faibles, si vous ne vous ouvrez pas au bon moment aux gens qui sont autour de vous, eh bien, vous pouvez emmener l'entreprise dans le mur. Donc voilà un petit peu cette notion de compétence paradoxale. Je crois qu'il y a un autre point important, c'est comme on l'a dit, on le voit, on est dans un monde où il faut renouveler en permanence ses compétences, et là aussi je cite le Premier ministre avec raison, il dit qu'il faut investir sur l'intelligence, mais il n'y a pas que l'intelligence pour être capable de renouveler ses compétences.
Il y a un concept que j'aime bien qui vient d'une psychologue américaine de Stanford, qui est une psychologue de la réussite, qui parle d'état d'esprit. Et elle oppose un état d'esprit, ce qu'elle appelle le fixed mindset, avec l'état d'esprit de growth mindset. C'est un état d'esprit, l'état d'esprit de fixed mindset, c'est au fond quelqu'un qui considère qu'il a des qualités innées, intangible. Par exemple, quelqu'un à qui, enfant, on a toujours dit qu'il était bon élève parce qu'il était premier de classe. Je parle parce qu'il y a pas mal de premiers de classe ici. Et si on en reste là, ils vont essayer de se mettre dans des situations qui confirment leur qualité d'être intelligent, au fond, qui confirment leur identité. Et donc, finalement, ils vont avoir peu d'appétence à aller dans des univers qu'ils ne connaissent pas, des univers nouveaux, et à se remettre en cause. Ils vont avoir peur de l'échec, parce que l'échec remet en cause leur identité. Et par opposition à cela, vous avez les gens qui ont ce qu'on appelle une growth mindset, c'est-à-dire pour qui les qualités sont des points de départ. Ce n'est qu'un point de départ, mais ce qui est important dans leur système de valeurs, ce qui est important, c'est la capacité d'apprendre, c'est la capacité de changer. Vous aviez Jean-Sébastien Bach qui a dit quelque chose d'assez surprenant. Il avait dit « J'étais obligé d'être laborieux, quiconque le sera autant que moi réussira tout autant ». Donc pour lui, c'était typiquement un growth mindset. Il ne considérait pas qu'il avait des qualités innées. Alors je crois que dans les entreprises notamment, il y a beaucoup de moyens de faire vivre cet état d'esprit. C'est la gestion proactive des carrières, changer les gens quand ils sont dans leur zone de confort, passer de rôle opérationnel ou fonctionnel. C'est évidemment l'exposition internationale. Vous avez plus de 2/3 des dirigeants du CAC 40 qui ont vécu et travaillé à l'étranger. C'est une diversité bien pensée, hein, c'est l'altérité, le fait d'avoir des gens qui pensent différemment, qui ont des parcours différents, donc dans la façon de construire ces équipes. Et puis comme l'a dit Bruno, et c'est absolument déterminant, c'est la confiance en soi, parce que sans confiance en soi, on ne peut pas développer, on ne peut pas renouveler en permanence ses compétences. Et on voit bien dans les entreprises que tous les jours, il y a plus de gens qui font des coachings. Les entreprises offrent des coachings. Alors, il y a toujours des objectifs variés, mais in fine, l'objectif du coaching, c'est la confiance, c'est d'améliorer la confiance en soi des gens. Et c'est probablement un sujet en France sur lequel on n'est pas très bon. Et donc, peut-être si j'avais un message, oui, il faut investir sur l'intelligence, mais probablement revoir dans le système éducatif la façon dont on valorise les élèves, et pas seulement par des qualités qui pourraient devenir de leur qualité innée, mais peut-être aussi par leur capacité à changer, à apprendre, et un petit peu moins sur les résultats. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci Marc, on reviendra bien évidemment sur les éléments que vous nous avez proposés et que vous nous conduisez à approfondir tout à l'heure. Avec vous, Philippe Houzé, je voudrais qu'on revienne. On vient de parler de qualité comme étant le point de départ vers un développement de compétences. Alors, on évoque systématiquement, bien évidemment, capacité, le codage, intelligence artificielle, etc. Et vous êtes penché sur un élément dont vous considérez qu'il est fondateur d'une performance dans l'acquisition de compétences, c'est la place de la culture dans ce que peut apporter la culture, justement, dans le noyau structurant les compétences d'un élément de vos équipes. Donc, qu'est-ce que vous entendez très précisément par là? Parce que ça ouvre quand même un choix assez ouvert entre les compétences ultra spécialisées et puis celles des aptitudes plus générales, ce qu'on appelait à un moment les humanités et puis les sciences plus dures. Et aujourd'hui, la mode, c'est de sanctifier un peu les sciences les plus dures avec l'informatique et l'intelligence artificielle. Vous pensez que la culture a toute sa place là-dedans? Bien, bonjour à tous, je vais tenter d'y répondre. Pour moi, c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être parmi vous pour aborder cette question des compétences. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, en tant que responsable des Galeries Lafayette, qui est un groupe familial qui compte sur l'excellence de ses 16 000 collaborateurs et à qui je rends hommage, c'est un sujet sur lequel moi aussi je m'engage personnellement à travers différentes fonctions que j'exerce soit à travers l'INSEAD, soit ESCP Europe et même à travers l'Institut français de la mode.
Alors, dans nos écoles et dans nos entreprises, le renouvellement des forces vives est un défi prioritaire. Pourquoi ? 65% des métiers qu'exerceront les jeunes nés après l'an 2000 n'existent pas encore. Avec cette génération, les RH rentrent dans une phase de transition vertigineuse, riche en opportunités, pourvu que l'on prenne, nous employeurs et employés, nos responsabilités. 3 types. Responsabilité d'abord de transformer la culture du travail, ensuite d'accompagner la formation, enfin de promouvoir l'innovation. La culture avant tout, et c'est notre plus grand défi, vous l'avez souligné, ça n'est pas de digitaliser les métiers en tant que tels, mais de changer l'état d'esprit de ceux qui les exercent. Nous sommes des gens du physique, il va falloir que nous passions dans le digital. Le commerce d'aujourd'hui et de demain, c'est un commerce figital, de physique et de digital. Et toutes nos équipes sont formées dans ce monde ancien aujourd'hui. Et dans ce monde sans cesse disrupté, certains perdent leurs repères. Ceux qui tenaient leurs compétences d'un diplôme ou d'une longue expérience, ceux qui ont progressé année après année dans une organisation verticale, ceux-là sont les premiers touchés par les technologies et qui remettent en cause leurs acquis et leurs connaissances. Et dans ce contexte, je vous pose la question qui dérange. Qui est compétent pour faire du e-commerce aux Galeries Lafayette ? Est-ce le diplômé d'une école d'excellence en poste depuis 10 ans, ou l'adolescente qui distribue partout dans le monde des produits qu'elle n'a jamais touchés via Instagram ? J'exagère évidemment, mais prenons garde à ne pas remplacer nos anciens silos professionnels par des murs générationnels. Pour ma part, je ne crois pas que le monde soit promis à une jeunesse unanimement formée par et pour l'intelligence artificielle, le big data, la blockchain ou les réseaux sociaux. Je ne crois pas au remplacement d'une génération par une autre. Je ne crois pas que les énergies se perdent, elles se transforment. Dans la nouvelle écologie du travail, la matière première est puisée dans nos propres qualités intrinsèques, à savoir, et ça a déjà été dit, créativité, esprit critique, communication et coopération. Alors seulement, et c'est mon deuxième point, nous pourrons renouveler les compétences au sein de l'entreprise. Rien ne sert de mettre dans les mains d'un vendeur aux Galeries Lafayette une tablette connectée s'il ne passe pas d'abord d'une culture de la transaction, la culture qu'il vit depuis des décennies, à une culture de la relation qui va nous permettre de créer cette fameuse émotion qui va sauver nos magasins aujourd'hui et pour le futur. Pour permettre à nos équipes d'appréhender de nouveaux outils comme de nouvelles méthodes, je vous rejoins tout à fait Claudia, l'entreprise doit prendre le relais de l'école, devenir le lieu de ce que je crois, moi, indispensable, le lifelong learning, où l'on ne cesse jamais d'apprendre à réapprendre. La formation continue, intégrée, active, doit rompre avec les schémas figés, diversifier les parcours, promouvoir la mobilité interne. À nous de mettre en place des dispositifs RH adaptés afin que nos équipes partagent entre elles les ressources nécessaires à leur réussite et leur épanouissement. Ainsi, nous pourrons accompagner nos plus fidèles collaborateurs et faire une place aux jeunes. C'est la question vitale quand on sait que les cadres de moins de 35 ans changent de boulot tous les 2,9 ans. Guidés par une recherche de sens, à la fois personnelle et collective, ils nous obligent, nous, sans cesse, à innover pour les attirer. Et c'est mon dernier point. Pour réussir notre transition RH, il ne suffit pas de faire tomber les cloisons de nos bureaux. Le mur que nous devons abattre, c'est d'abord celui qui sépare le cerveau gauche et le cerveau droit de l'entreprise. Je vous rejoins, Bruno, savoir-faire, savoir-être et surtout savoir-vivre. Pour ce faire, aux Galeries Lafayette, on a créé 2 structures qui jouent des rôles précieux dans l'hybridation des profils et des compétences. Un accélérateur de start-up, Lafayette Plug and Play, et une fondation artistique, Lafayette Anticipation. Le premier a pour mission d'apporter de nouvelles réponses à de vieux problèmes. Lafayette Plug and Play, c'est une fourmilière de jeunes talents, start-upers, qu'on a créé en 2016 à Paris pour faire sauter les verrous de l'audace et de l'entrepreneuriat et que nous incitons nos cadres à mentorer régulièrement. La seconde, elle a pour mission de nourrir notre imagination, l'émotionnel dont vous parlez, chère Claudia. Lafayette Anticipation, c'est une fondation d'entreprise d'intérêt général qui s'exprime à travers la production d'œuvres contemporaines. C'est un atout pour nous majeur de la transformation créative
dont nos collaborateurs ont besoin pour garder un temps d'avance, et nous les invitons régulièrement à la visiter. Il ne faudra pour moi rien de moins pour réactualiser avec l'ensemble de nos talents la raison d'être du grand magasin du XXIe siècle. Pour conclure, je pense que nous sommes aujourd'hui entre deux mondes. Nous sommes au Moyen-Âge du digital, mais j'en suis personnellement convaincu, la Renaissance viendra pourvu que l'on sache puiser dans l'inouï progrès de la science et de la technologie un humanisme sincère. Je vous remercie. Bien, Amadou, est-ce que vous-même, vous en êtes au stade déjà de la Renaissance? Vous avez créé toute une série d'instituts supérieurs de management à travers le continent africain. Vous vous êtes, comment dirais-je, dédié ces dernières années à l'émergence de jeunes cadres pour le continent africain, pour leurs entreprises, peut-être aussi pour leurs services publics. Comment est-ce que vous dessinez la possibilité et le futur de ce que nous venons d'ores et déjà d'évoquer, c'est-à-dire cet apprentissage permanent de connaissances sur un continent dont vous-même dites qu'il a des compétences parfois spécifiques, une culture spécifique et des sensibilités spécifiques. Ce qui est d'ailleurs valable pour vous et pour d'autres continents. Tout à l'heure, nous en parlions avec le Brésil. Merci à vous. À mon tour aussi de dire combien je suis heureux d'être là, honoré de participer à cette rencontre. Je suis sénégalais, le président Léopold Sédar Senghor, qui a dirigé notre pays pendant 20 ans, aimait convier au banquet de l'universel rendez-vous du donner et du recevoir. Peut-être avait-il rêvé le cercle des économistes et les rencontres d'Aix. Donc, je compte à partir de maintenant seulement mes 5 minutes. Donc, voilà. D'accord. Donc vous allez pouvoir faire du commerce. Oui, voilà. Vous n'êtes pas mauvais. Je vais tenter de jouer le compteur africain en 5 minutes. Donc oui, il y a 25 ans, j'ai créé un groupe qui aujourd'hui intervient effectivement dans divers domaines. Il s'appelle ISM, mais dans les métiers des sciences politiques, etc., etc. Et ce groupe aujourd'hui va du PhD au jardin d'enfants avec une dizaine de lycées, une dizaine de campus, essentiellement au Sénégal. Nous avons tenté d'en faire un labo d'ingénierie pédagogique en 25 ans, effectivement, et nous avons tenté beaucoup de choses. En compétences transversales, je vais droit au but, compétences transversales, le savoir-faire. Nous avons créé une université de savoir-faire par laquelle tous les étudiants doivent passer. Tout ce qui est technologie, etc., passe par là. Mais surtout, nous avons créé une université du savoir-être. En nous inspirant, certes, des outils qui existent actuellement, techniques de recherche d'emploi, etc., mais surtout en nous inspirant des traditions, des rites de passage, d'initiation d'une classe d'âge à une autre. On ne peut pas imaginer ici l'importance de ce type de rituel. Un enseignant de Casamance, je ne peux pas le retenir en salle de cours alors que c'est l'année de son passage d'une classe à une autre. Et ça, ils le vivent pleinement. L'école tout au long de la vie. On n'a plus rien à leur enseigner à ce moment-là. Ça, ils l'ont vécu. Ça fait partie de leur quotidien. Lorsque, dans ces rituels, à 7 ans, vous êtes encadré par quelqu'un qui vous tire les oreilles, qui, en cachette, il sait que vous avez soif, il va vous donner un peu d'eau. Il vous accompagne, il a 7-8 ans de plus que vous. Vous passez vraiment en coupé de votre famille. Vous passez ces journées avec cette personne-là, qu'on appelle nous le CLB. Je crois que c'est celui qu'on appelle le coach aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Mais il existe depuis toujours. On a eu des coachs tout le temps à nos côtés et ils sont là et on les respecte toujours. Lorsque vous êtes chargé, vous avez 7-8 ans, ça marque encore, hein, je vous le dis, vous avez 7-8 ans, vous traversez toute une ville pour trouver le baobab, vous devez juste aller inscrire votre symbole pour dire que vous êtes passé par cette étape-là. Vous avez 7-8 ans, vous êtes autour de ce feu avec d'autres, vous avez sommeil, il est 4 heures du matin, vous n'avez pas le droit de dormir. Je crois qu'on appelle ça du team building. On l'a vécu depuis très longtemps. Nous, on appelle ça le kassak. Ce sont ces rituels qu'on a essayé de réintégrer, nous, dans ce qu'on appelait l'université du savoir-être, en revenant sur des valeurs cardinales de notre pays, qu'on appelait
Le jom, c'est le sens de l'honneur. Sutura, la réserve, la pudeur, dans un monde si arrogant, sont des choses qu'il fallait partager et qui avaient tendance à disparaître, mais sont des valeurs qu'on a en nous normalement. Il y a un mot que j'ai entendu plusieurs fois depuis hier, le mot émotion. Lorsque nous étions un peu plus jeunes, il y a un commentaire de texte dont on avait horreur, nous, sur le continent africain. Une phrase qu'il fallait commenter, « La raison est hellène et l'émotion est nègre ». On était furieux. On était furieux. Quand vous avez 14-15 ans, on vous fait commenter ça. La raison est hellène et l'émotion est nègre. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas. Et aujourd'hui, on ne me parle que d'émotion, que d'intelligence émotionnelle. Oui, là aussi, je me pose des questions. Je crois qu'il y a un atelier tout à l'heure qui va s'appeler « L'Europe n'est-elle pas la solution ?» Je ne vous dirai pas que l'Afrique n'est-elle pas la solution, même si j'en suis convaincu, mais je vous dirai juste la solution est en Afrique. Je vous remercie. Merci Amadou. Je pense qu'en sortant tout à l'heure, nous irons ensemble près d'un grand arbre. Il y a un magnifique peuplier dans la cour et nous allons tous les deux mettre un petit signe pour célébrer votre passage lors de cette session. On va évidemment que l'Europe n'est probablement pas la solution et vous venez d'en apporter une éclatante démonstration. Néanmoins, quand on a sur son plateau Stefano Scarpetta qui, pour le compte de l'OCDE, ausculte, analyse, décortique, scanne en permanence les marchés de l'emploi, du travail, des compétences, on est obligé de lui demander de nous recontextualiser les choses. Comment évolue, Stefano, ce facteur compétence dans aujourd'hui le monde du travail que nous connaissons, dont on vient déjà de bien comprendre qu'il devait allier les soft skills, les hard skills, l'émotion. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, on est en train de passer d'une étape à l'autre. Comment est-ce que ça se passe ? Merci Christiane et bonjour à tous. Je crois qu'avec cette introduction, je dois mettre les compteurs ou bien à l'africain ou bien à l'italien. Je dois voir un peu lequel. On va le faire à la française. Hein. Le premier point, c'est que quand on parle des révolutions numériques, on est amené, vous l'avez bien mentionné au départ, c'est une situation un peu anxieuse. Il y a de l'anxiogénité, donc on est vraiment anxiogène. Parce que, bon, même tous les intervenantes qui sont intervenus sur ces plateaux nous disent qu'il y a énormément de changements, on n'est pas vraiment préparé. Les métiers qui seront disponibles fortement demain, ils ne sont encore pas là. Et donc, ça nous laisse un peu tous démunis. Alors, on ne comprend pas bien comment on va se confronter à ces changements. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais on sait que ça, les changements, la révolution numérique est une révolution très profonde. Ça touche tout le monde. Je ne crois pas qu'on peut dire que c'est la moitié, trois quarts. Je crois que tous les métiers vont être affectés d'une façon ou d'une autre. Ce sont des changements très rapides. Et en plus, la chose peut-être plus intéressante, à mon avis, c'est des changements qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'il y aura un point dans lequel la nouvelle technologie va arriver et va détruire beaucoup de métiers et va en créer d'autres. Et donc, tout cela rend les choses plutôt imprévisibles. De l'autre côté, moi, je ne suis pas entre ceux qui disent, bon, regardons un peu la boule de cristal, essayons de comprendre, faire des prévisions à moyen terme, à court terme, sur les métiers de demain. Il faut simplement regarder ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe, partout dans le monde. Claudia l'avait mentionné aussi dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement. Alors, ce qui se passe, c'est que nos marchés du travail sont en train d'évoluer. Il n'y a pas une pénurie d'emploi. En France, en Italie, dans d'autres pays, il y a encore un taux de chômage élevé. Dans la moyenne de l'OCDE, on a regagné les taux d'emploi qu'on avait avant la crise. Même on a 2 points de pourcentage supérieurs. Donc il y a du job pour tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de polarisation sur le marché du travail. Il y a beaucoup de nouvelles opportunités de travail hautement qualifiées, très bien rémunérés, avec de bonnes perspectives de carrière. Et il y a aussi beaucoup de postes de travail qui sont créés, qui sont plutôt faiblement payés, plutôt précaires, et sans forcément de bonnes perspectives de carrière. Au milieu, il y a quelque chose qui est en train de se réduire. Et ça, sur les métiers intermédiaires, un peu routiniers, c'est les métiers, en grande partie, de la classe moyenne. Et c'est pour cela aussi que la classe moyenne est très fortement préoccupée. Il y a cette
situation anxiogène qui fait que, bon, aujourd'hui j'ai mon job, mais peut-être le job ne sera pas là demain. Pour mes enfants, je ne sais pas quelle est la situation, même si j'ai fait tout ce que je pouvais pour les aider à investir dans leur capital humain avec la formation. Donc il y a cette polarisation qui amène déjà à des fortes augmentations, en quelque mesure, des inégalités. Donc ce n'est pas vraiment une question, à mon avis, des quantités de postes de travail, mais plutôt de la qualité des postes de travail pour certains plutôt que pour d'autres. Et cela nous mène à plus de politiques publiques et pas moins de politiques publiques, même dans un contexte qui est très incertain. L'autre chose, et tout le monde l'a mentionné sur ces plateaux, tout le monde en parle, c'est qu'il faut changer les modèles. Moi, j'ai grandi avec un modèle assez clair. Je fais de mon mieux à l'université, à l'école, à l'université, et après, tout ce que j'ai appris, je le mets en œuvre sur le marché du travail. Donc, mon bagage intellectuel, je l'utilise dans ma vie professionnelle. Ça ne marche pas comme ça, tout le monde l'a dit. Il faut apprendre tout au long de la vie, il faut apprendre à apprendre, il faut s'adapter tout le temps. Ça makes perfect sense. Mais le problème, c'est que c'est très, très compliqué pour les gens, surtout les plus faiblement qualifiés, de mettre en œuvre eux-mêmes ces systèmes. Alors, je vous donne quelques statistiques, c'est l'OCDE, donc je crois que je suis censé vous donner quelques statistiques. La formation professionnelle continue, ça ne marche pas. Le lifelong learning, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en Suède, en Finlande, en France, en Italie, ailleurs. Ça marche pour les hautement qualifiés. Eux, ils ont beaucoup d'accès à la formation professionnelle tous les ans, formellement ou de façon informelle, 60%, voire plus, 80% dans les pays nordiques ont accès à la formation professionnelle. Les faiblement qualifiés, les pourcentages baissent énormément. On est entre 10 et 15, au maximum en Suède, 20%. Donc la formation professionnelle telle qu'on la voit, mais dans tous les pays, ce n'est pas un modèle plutôt qu'un autre, tendent à augmenter les inégalités en termes d'acquisition des compétences et développement des compétences. Il faut vraiment changer ces modèles. Il faut mettre en sorte un modèle dans lequel tout le monde a la possibilité de continuer à se former pendant toute sa vie professionnelle. L'autre chose, nous, on pense qu'on apprend seulement à l'école et à l'université. Après, on rentre sur le marché du travail et on met en œuvre ce qu'on a appris. Ce n'est pas vrai. Je crois que tout le monde ici qui a une expérience professionnelle sait très bien qu'on apprend énormément sur le marché du travail. Et donc, même ceux qui sont sortis de l'école de la formation avec des faibles niveaux d'études, ils ont appris quelque chose, beaucoup de choses sur le marché du travail. Donc, il faut reconnaître les compétences qu'on a, tout le monde, on a acquis sur le marché du travail. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Pour quelqu'un qui est sorti de l'école avec un niveau faible d'éducation, il ne sait pas comment montrer à son employeur, ou l'employeur du futur, qu'il quand même, il a appris énormément pendant son expérience sur le marché du travail. Je crois que Claudia l'a dit très bien. Nous, on pense que les formateurs, donc les enseignantes, on les forme par les mêmes biais, par les mêmes structures que c'est la formation, l'école, l'université. D'accord ? C'est pas comme ça. Il faut former les enseignantes à ces nouvelles compétences qui sont très, très importantes. On les appelle les compétences transversales. On a parlé de l'intelligence émotionnelle. Donc, ce sont tous des éléments qu'on n'apprend pas très bien à l'école aujourd'hui. PISA, Claudia l'a mentionné, maintenant a introduit dans son analyse, son évaluation aussi des éléments qui sont plutôt sous les compétences transversales des enfants, des jeunes de 15 ans. Dernier point que je voulais mentionner parce qu'à mon avis c'est important, c'est que je crois que là, vraiment, sur ces plateaux, il y a des représentants. Ce n'est pas seulement la politique publique qui peut intervenir là-dessous. Il faut vraiment un partage et une collaboration très étroite entre la politique publique qui doit être là et aussi les entreprises. Ça marche, et je crois qu'on a eu des témoignages ici très clairs. Pour les grandes entreprises, il faut aider aussi les petites et moyennes entreprises. La formation professionnelle pour une petite et moyenne entreprise, c'est très compliqué. Les managers lui-même peuvent avoir des niveaux de compétences faibles. Il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens pour comprendre même ce que les travailleurs ont besoin, ce travailleur lui. Peut-être l'employeur ne sait même pas quels sont les talents qu'il a à disposition dans son entreprise. Donc, un bilan des compétences qui soit élargi à tout le monde, à mon avis, c'est très important pour comprendre de quoi les différents travailleurs ont besoin et pour moi mettre en œuvre un système de formation continue qui marche pour tout le monde. Merci. Merci. Merci Stefano. Stefano, vous servez formidablement de trampoline. On va rebondir, puisqu'on a la chance d'avoir sur ce plateau des chefs d'entreprise, on va rebondir immédiatement sur votre dernière remarque et votre dernière analyse. Finalement, quel rôle doivent, non pas peuvent, mais doivent jouer les entreprises dans la délimitation des priorités de cette acquisition des connaissances et de leur perpétuation, de leur amélioration, de leur enrichissement. Est-ce qu'il faut que ce soit sous la base d'un volontariat? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des contrats
public entreprise, sur des volets de formation. Comment est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous dites qu'il faut disrupter, c'est le mot à la mode, le système éducatif sur ce territoire-là, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Est-ce qu'il y a des pistes? On y va, Marc? Oui, je crois que sur la formation en salle de cours avec des slides et des professeurs marche de moins en moins bien. Par contre, ce qui marche bien dans les entreprises, c'est quand on met les gens en situation réelle pour apprendre et qu'ils ont un tuteur, un manager, un consultant extérieur qui les aide. Et le mieux d'ailleurs, c'est qu'ils travaillent en groupe. Et donc finalement, c'est la disruption dans la formation, c'est vraiment la mise en situation réelle de groupes de gens qui doivent faire quelque chose. Et c'est en le faisant, en l'apprenant, avec des tuteurs, mais qui se dotent de cette compétence qui est d'apprendre à apprendre finalement. Bruno? Moi, je pense qu'il y a deux aspects dans la réponse à votre question. Il y a une part de la réponse des entreprises qui est d'une certaine façon subie. Quand au premier semestre 2016, une grande banque française embauche 1300 personnes pour s'occuper de compliance, parce que la réglementation a évolué et qu'il faut bien des personnes pour s'en occuper, elle le fait en réaction par rapport à un stimulus externe. Mais il y a également une dimension qui est fort heureusement choisie, et qui est choisie, je crois, parce que pour un certain nombre d'entreprises, le développement des compétences et la formation, effectivement par des cadres beaucoup plus souples et moins formels qu'historiquement, c'est une condition de performance dans la durée de l'entreprise. Ce n'est pas juste par altruisme ou par humanisme, fut-il généreux, et je rejoins ce qui a été dit par Philippe Pouzet tout à l'heure, c'est parce que c'est son intérêt bien compris. Et une entreprise, en tout cas beaucoup d'entreprises, et certaines en ont même fait une devise, ont vocation, pour être performantes dans la durée, à être capables d'attirer, motiver, développer et retenir les meilleurs éléments. Et si elles ne les développent pas en particulier, elles ne les retiendront pas. Bon, j'ai été pris de court, j'étais en train de chercher si nous avions un micro pour la salle tout à l'heure. Philippe, bien sûr, un mot là-dessus, je souhaitais vous donner le micro, mais j'étais sur une autre opération. On a un vrai sujet, le passage de la culture physique à la culture digitale. Alors on fait une différence entre les niveaux d'éducation et les niveaux de seniorité dans l'entreprise. On a développé ce qu'on appelle le passeport digital. Il faut que tout le personnel, tous les collaborateurs de l'entreprise puissent savoir se servir de ces devices qu'on leur donne, notamment la fameuse tablette, qui va permettre à la fois de la connaissance des stocks et à la fois soit de savoir si le produit est en stock dans le magasin ou sur le site de e-commerce sur lequel on va diriger le client. Plus éduqué, je dirais, on a créé ce qu'on appelle la fabrique. C'est un programme pour les jeunes talents qui ont 7 ans d'expérience professionnelle et 2 ans d'ancienneté dans la maison. Et on va, avec eux, travailler sur la gestion de l'innovation, le sens du business, l'orientation client. Et plus encore senior, on arrive dans les cadres plus dirigeants, le LLDP, Lafayette Leadership Programme, en bon français. Une quinzaine de jeunes chaque année que l'on prend pendant 6 semaines de séminaire étalés dans l'année, plus un voyage en Chine, parce que pour nous, la Chine est un des continents de développement important. On y a un magasin, on est en train de travailler sur un deuxième. Je pars ce soir pour Hong Kong et Shanghai, parce qu'on va y ouvrir en fin d'année un magasin à Shanghai et après-demain à Shenzhen. Donc ils vont nous aider, ces jeunes-là, à comprendre la façon dont ils vont pouvoir aider l'entreprise à se réinventer et à imaginer. Oui, Amadou, oui, bien sûr, Claudia, juste après, c'est pour vous. Mais Amadou, un petit mot. Juste un mot pour élargir aussi le champ. On parle d'entreprise. Je reviens sur le continent africain. Voilà. 15 millions d'habitants au Sénégal, 1 million de Sénégalais dans un emploi formel. Donc il y en a 14 000 qui sont là. C'est qui ces 14 000 ? C'est ce que j'appelle ce vent féminin, toutes ces femmes qui sont dans des organisations, dans les villages, qui font bouger les choses, qui ne tiennent pas compte des États, qui ne savent même pas qu'un État existe. Et ça bouge et ça fait bouger le continent. C'est cette lame de fond de jeunes qui sont sur les nouvelles technologies, qui inventent plein de choses, qui sont hors système et qui font bouger le continent. L'Afrique dont on parle, je vous le dis, c'est ce vent féminin, cette lame de fond de jeunes, hors système, hors État et qui font.
Est-ce qu'il ne faudra pas, Amadou, à un moment donné, quand même, leur donner une colonne vertébrale, une structuration, pour que le volet social global de votre société soit inclusif? Oui, mais ça ne viendra pas, bien évidemment, d'Europe. Il nous faut repenser le système, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 100 ans, on nous a appris à l'école où il fallait apprendre l'art de vaincre sans avoir raison, l'école de l'autre. Ce n'est pas notre école. Donc il nous faut repenser tous nos systèmes. Nous sommes au cercle des économistes, je dois le dire, tous nos indicateurs. On reconnaît que les indicateurs d'aujourd'hui ne sont pas complets. On a besoin de nouveaux indicateurs. Il y a tout un travail à faire. Tout un travail à faire sur le continent. Allons-y ensemble. Faisons-le à l'échelle de l'humanité. Je vous remercie. Et vous, Claudia, vous voulez aussi tout remettre à plat? Oui. Yes, let me reply in English very quickly. But definitely we need to break the walls between schools and university and the rest of society, especially the companies, not only the big companies, but also the small companies. Because experiential learning is so important. And since now we are discussing the way we learn in teams, in big teams, we need to experiment this not only in schools. Yes, schools have a role to build the foundational skills, but most of the skills will be acquired and reacquired during a life of work. And that's why I think that there is a wonderful book called Robot Proof Education from Joseph Aoun. He is the president of an American university, and he says that people will leave the university and come back to different universities and learning centers that can be in companies all their lives. So even the work of university will be deeply changed. It's not teaching for 5 years and then leave young students on their own to learn for the rest of their lives. They will probably need to come back to university, not for 5 more years, but for 3 more months, or to other universities or learning centers, including digital platforms where you can acquire not only digital literacy, data literacy, which will be also an important learning skill, and human literacy. Because in this new world, machine will replace humans. But what it makes us different from machines is our human condition. And this human condition will be, most fortunately, needed forever. Thank you. Voilà un vent optimiste. Alors, évidemment, vous allez voir, on va déborder un peu. Je vais me faire gronder, mais c'est moi qui prends la responsabilité. On va prendre quelques questions dans la salle, des questions courtes, les plus percutantes possibles, et le plateau va vous répondre. Allez-y, vous avez un micro. Là-bas, le micro est là, regardez. Oui, j'ai une question rapide pour vous et notamment à ceux d'entre vous qui êtes chefs d'entreprise. Concernant vous avez tous pointé l'importance de la formation continue, le long life learning dans l'entreprise. On sait que c'est un enjeu important d'adaptation de l'entreprise sur son marché. Ma question, elle est très simple. C'est aujourd'hui, qui sont les gens qui sont responsables de la formation, qui dirigent la formation dans l'entreprise? Je pose la question des profils. En entreprise, je suis amené à en rencontrer souvent. J'ai un constat tout bête, c'est qu'on sent que ce n'est pas les meilleurs talents, ce n'est pas l'élite qui est concentrée vers ça. Je mets un pavé dans la mare et je vous pose la question, comment vous envisagez ça par rapport à d'autres organisations qui, elles, concentrent dès le début l'élite en tête de formation? Merci. Vous aurez tous un mot là-dessus. Je ne sais pas si vous étiez là quand je me suis exprimé, mais dans mon intervention initiale, j'ai précisément fait le point que c'était de la responsabilité de l'entreprise de s'assurer qu'elle dédiait une part significative du temps de ses meilleurs talents à la formation, que ce soit à la formation en interne en entreprise et même en allant contribuer à la formation à l'extérieur dans les entreprises, dans les grandes écoles, les universités, etc. Donc je suis totalement convaincu et la responsabilité de s'assurer de ça, elle est chez le chef d'entreprise.
le ou la RH sont devenus un poste stratégique dans l'entreprise. Aujourd'hui, le CEO de l'entreprise ne peut pas vivre la mutation de son entreprise sans son ou sa RH. Oui, rapide, parce que je vais me faire vraiment gronder là, allez-y. Donc moi je suis doctorant, je travaille dans la recherche. Dans la recherche, évidemment, l'objectif c'est d'acquérir un certain nombre de compétences, mais des compétences qui ont la finalité de développer des connaissances, à la fois au niveau personnel et aussi au niveau général. Et donc ma question, c'est que quand on parle d'expertise, c'est un certain set de compétences, un certain set de connaissances qui vont avec. D'autant plus dans le domaine technique, ce qu'on voit, c'est quand même, vous nous dites, les formations classiques type universitaire, c'est du passé. Pourtant, ce que l'on observe, c'est une inflation galopante au diplôme. Finalement, maintenant, avoir une licence ou avoir un master, ça ne suffit plus. Il faut avoir un doctorat. Et donc, ma question, c'est acquérir des compétences dont on vient de parler pendant une heure, très bien, mais avec quelle finalité, notamment par rapport aux connaissances et à l'expertise. Ah, intéressante comme question. Qui souhaite s'y coller? Claudia? Allez. Si. If I have understood correctly, because you spoke so quickly that I was unable to get all the words that you were saying, you were mentioning that you work with research and what competences are needed for research, if I got correctly? No, he is a PhD student. Yes. Yeah. Okay. Okay. So first, let me say that even though this Joseph Aoun was mentioning that you need data literacy, he mentions 4 literacies, but one of them is definitely the competence to analyze data and to make decisions based on data. But having said that, it's important to understand that the word of certification will change. And it will change in an important way that is not necessarily diplomas. For example, if you are a technical and vocational student and you are studying mechatronics, just to make an example, then what you study at a high school level as a technical and vocational student does not apply to what you will be studying as an engineering at a tertiary level. This will change. Recognition of previously acquired knowledge will be even more important than before. And if you are studying, let's say online, on a MOOC, you can get eventually a certification that might be recognized, and you want to take a path similar to Leonardo da Vinci, let's say, to become an engineer and an artist at the same time. And you can go through different career paths and acquire knowledge in different fields. And this can be recognizable. And if a company or a center wants an engineer that has also art skills, they can go to a database and get this kind of knowledge. That doesn't mean that the research field won't exist as it is right now. Probably what the research field will face, if I'm able to do some futurology, is to shortly work much more in intersectorial groups, where each will learn and be able to collaborate with the other, if I need to make it short. Thank you. Merci beaucoup. The last word for Stefano. Parce que nous avons un horaire italien, donc on termine avec un italien. Télégraphique, je crois qu'il y a un malentendu et il faut faire très attention à cela. Je crois qu'il n'y a aucune évidence que les compétences de base, les compétences cognitives sont en baisse de demande.
et que les compétences transversales, l'intelligence émotionnelle doit être à la place des compétences de base et des compétences cognitives. Je crois que tout ce qu'on voit, c'est qu'il faut le deux. Et donc, je crois qu'il faut justement développer les compétences de base. Elles sont essentielles dans beaucoup de métiers, et surtout dans les métiers de demain. Mais aussi, il faut en même temps développer les compétences plus émotionnelles, les compétences transversales. Où on apprend ces compétences transversales, pas forcément à l'école, pas forcément à l'université. Et donc, l'expérience de travail pendant les périodes d'études, c'est très important. Deux statistiques, en Italie, 10% des jeunes entre 20 et 24 ans ont une expérience professionnelle pendant les études. En France, c'est 20%. Au Canada, aux Pays-Bas, c'est 60%. Donc ces compétences émotionnelles, ces compétences d'interagir avec les autres, ces compétences transversales, c'est aussi par les biais d'une expérience professionnelle. On apprend à travailler sur le lieu de travail, on apprend à interagir avec les autres. Là, il y a énormément de choses à faire. Mais encore une fois, on n'est pas en train de dire que les compétences de base sont moins importantes qu'ils étaient auparavant. Plutôt le contraire, je dirais. Voilà, malheureusement, on aurait poursuivi et beaucoup de questions resteront peut-être sans réponse. Vous pouvez toujours, hein, c'est le charme d'Aix, retrouver nos intervenants au café, dans les couloirs, lors d'une prochaine session pour poursuivre ce débat. Merci à vous tous, à très bientôt.